La parole est à Madame Marion Maréchal Le Pen. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Vendredi dernier, les djihadistes ont perpétré une attaque inédite au cœur de notre territoire. Les méthodes barbares utilisées en Syrie et en Irak ont été importées chez nous pour la première fois pour tuer massivement et faire régner la terreur. La guerre est aujourd'hui sur toutes les lèvres, sans surprise pour nous qui n'avons eu de cesse d'alerter depuis des décennies sur le risque qui se profilait. Après la période de deuil et de recueillement national poignant, vient le temps des questions et surtout des actes. L'exécutif doit apporter une réponse globale et cohérente à la fois en politique extérieure et intérieure, dont l'état d'urgence n'est qu'une partie de la solution. Je voterai ce projet de loi, à la fois l'adaptation et la prolongation de l'état d'urgence, car une situation exceptionnelle nécessite des mesures exceptionnelles. Mais lutter contre le mode opératoire, à savoir le terrorisme, ne suffit pas. Il nous faut aussi désigner et lutter contre l'idéologie qui se cache derrière ce mode opératoire, à savoir l'islamisme. L'islamisme que le chef de l'État a refusé de nommer à Versailles. Ce déni sémantique n'est pas à la hauteur du défi national et mondial même que constitue aujourd'hui l'expansion de l'islamisme. La France est devenue une couveuse de djihadistes. Les chiffres de Français impliqués dans les filières djihadistes placent notre pays en tête du déshonorant tableau des pays européens qui vont grossir les bataillons de l'État islamique. Si l'ennemi fait son marché dans notre maison, c'est parce que le laxisme migratoire, le communautarisme, la perte de nos frontières, le recul de l'État dans certains quartiers lui ont ouvert grand les portes. La politique migratoire de Bruxelles et ses quotas de migrants imposés est une aubaine pour l'État islamique qui ne s'en est pas caché. Un des kamikazes du Stade de France a transité par la Grèce et obtenu frauduleusement le statut de demandeur d'asile. La première des urgences serait donc de restaurer nos frontières nationales et de renoncer à l'accueil massif de nouvelles populations. Le recul de François Hollande, qui avait en premier lieu annoncé la restauration du contrôle aux frontières nationales, toujours pas effectif d'ailleurs, pour finalement le repousser aux frontières européennes, fragilise d'ores et déjà les réponses apportées par l'exécutif. Le toilettage de la loi de 1955 est un premier pas, mais un premier pas seulement. La modification de l'assignation à résidence constitue la principale mesure. Nous saluons son élargissement à toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Nous souhaiterions que son extension permette l'assignation de tous les individus fichés S pour radicalisation. Mais en observant de plus près cette disposition, nous pouvons avoir un doute sur son efficacité. La limitation de l'assignation à résidence à 8 heures par jour laisse l'individu à risque 16 heures en liberté. Nous avons face à nous des individus prêts à tout, dangereux à plein temps et non pas à tiers-temps. L'article 6 de la loi de 1905 ne crée pas de limitation temporelle de l'assignation à résidence. Votre modernisation apporte donc une régression imposée manifestement par le droit européen qu'il conviendrait de supprimer au risque de rendre moins efficace le reste du dispositif. Par ailleurs, il n'est pas prévu de permettre au ministre de l'Intérieur de placer sous surveillance électronique l'individu assigné à résidence. Nous savons pertinemment que le pointage n'est pas assez contraignant et que la réduction des effectifs de police, 12 500 sous Nicolas Sarkozy, ne permet plus aux forces de l'ordre de surveiller efficacement les individus assignés. Cet article devrait mieux prévenir les risques de soustraction à l'assignation à résidence. La dissolution des groupements de fait que vous proposez est une bonne mesure. La tâche est immense, à la fois pour les groupements de fait, mais aussi pour les groupements de droit, alors que des associations islamistes n'ont eu de cesse de pulluler depuis des décennies partout sur le territoire français. Je pense à des associations humanitaires, culturelles ou sportives, comme celles, par exemple, proches de l'UOIF, donc des frères musulmans, trop souvent subventionnés par de l'argent public, sous la responsabilité de nombreux élus, de droite comme de gauche, inconscients ou cyniques. Le salafisme est le sas d'entrée du djihadisme. Il est donc essentiel de fermer toutes les mosquées salafistes sur notre sol, mais aussi d'interdire les financements étrangers venant de pays comme l'Arabie saoudite, impulsant la diffusion de courants islamiques parfaitement incompatibles avec notre République. S'il est utile d'adapter les moyens aux dangers, commençons déjà par appliquer la loi. Nous connaissons le lien entre terrorisme, grande et petite délinquance. Les profits des terroristes, souvent multirécidivistes, suffisent à nous convaincre. Si notre justice n'était pas aussi laxiste, Koulibaly, Nemouche, Mera auraient dû être derrière les barreaux au moment des faits. Une rupture s'impose dans ce domaine comme dans les prisons où l'autorité et la loi ne sont pas respectées.
Nous le savons, cette guerre ne cessera pas dans 3 mois. Le danger est durable et diffus. J'espère donc que cette réforme ne sera pas qu'un coup de com', mais suivie de volonté et d'actes. Alors, nous ne manquerons pas de faire l'unité nationale. L'unité nationale, la seule qui compte, pour nos morts et contre l'islamisme. Merci. La parole est